Niger a décidé de fermer pour des raisons de sécurité un site abritant depuis 2013 quelques 20 000 réfugiés maliens à Intikane, une région proche du Mali et théâtre d'attaques djihadistes récurrentes. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé la fin du port de masque obligatoire en extérieur à partir du 26 juin prochain dans le pays. Cette décision intervient alors que la situation sanitaire dans le pays est en très nette amélioration. La Chine soutient fermement le raid contre un journal pro-démocratie de Hong Kong. Plus de 500 policiers se sont rendus à la rédaction du quotidien pour une perquisition dont vous connaîtrez le mobile dans cette édition. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Niger a décidé de fermer pour des raisons de sécurité un site abritant depuis 2013 quelques 20 000 réfugiés maliens à Intikane dans la région de Tawa, dans l'ouest du pays. Cette région proche du Mali est théâtre d'attaques djihadistes récurrentes. L'information a été rendue publique par des autorités locales. Le site des réfugiés à Intikane sera fermé pour des raisons sécuritaires, a indiqué un responsable du gouvernorat de la région de Tawa qui administre Intikane, une bourgade située à 50 km de la frontière du Mali dans le département de Tilia. Jeudi, une réunion sur la relocalisation des réfugiés a regroupé à Tawa autorités et représentants du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés selon lui. Les réfugiés maliens seront relocalisés à Akadani, dans le nord de la région voisine de Maradi, jusqu'ici épargnés par les attaques, a affirmé un élu de Tilia qui ne précise pas quand débutera leur transfèrement. Toutes les activités, y compris les distributions des vivres aux réfugiés et déplacés, ont déjà été suspendues à Intikane, a indiqué une source préfectorale à Tilia. Les autorités soupçonnent également le site d'Intikane d'abriter des bandits et des terroristes, a déclaré une source sécuritaire. La zone du site s'étend sur un rayon de 15 km où vivent depuis 2013 les réfugiés maliens mêlés à la population locale d'environ 7 000 habitants selon les chiffres officiels. Des milliers de déplacés internes s'y sont aussi installés après avoir fui les incursions djihadistes. En mai 2020, au moins 3 civils, dont 2 réfugiés, avaient été tués dans une attaque de djihadistes contre Intikane. Des djihadistes ont infligé des dommages aux installations du camp et ont notamment vidé le magasin de vivres et détruit le système qui fournit de l'eau potable aux 20 000 réfugiés maliens et à 15 000 autres déplacés nigériens et à toute la population locale, avait alors dénoncé le HCR. Selon l'ONU, le Niger abrite près de 60 000 réfugiés maliens qui avaient fui le nord du Mali, tombés depuis 2012 sous la coupe de groupes djihadistes. Toujours au Niger, le pays a rouvert ce jeudi ses frontières terrestres. Ces dernières avaient été fermées pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. L'annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué. Fermées depuis mars 2020 pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, les frontières terrestres du Niger sont rouvertes depuis ce jeudi. L'analyse de la tendance épidémiologique de la COVID-19 montre que la situation est toujours sous contrôle, a assuré le gouvernement. Mais au risque d'être refoulés, les passagers arrivant au Niger devront présenter un bulletin de test négatif au COVID-19, a expliqué un agent du ministère nigérien de la Santé. Au départ du Niger, les voyageurs doivent aussi présenter un bulletin de test négatif de moins de 5 jours, a-t-il précisé. Le coût du test pour les voyageurs par la route est fixé à 5 000 francs CFA, soit 9 €, contre 25 000 francs CFA, soit 46 € pour ceux qui prennent l'avion, comme de tous les pays de communauté économique des États ouest africains, CEDEAO. Les autorités nigériennes avaient pris dès l'apparition des premiers cas en mars 2020 des mesures drastiques pour stopper la propagation du COVID-19, à savoir la fermeture des frontières, l'état d'urgence, le couvre-feu, la fermeture des lieux de culte et des écoles, l'isolement de Niamey du reste du pays. Certaines de ces mesures ont été progressivement levées, mais les frontières terrestres restaient fermées. Le Niger est relativement peu touché par l'épidémie avec 5 457 cas dont 193 décès, selon un bilan officiel. Pour amener un maximum de personnes encore réticentes à se faire vacciner,
le ministère de la Santé a lancé il y a quelques jours une campagne de vaccination de masse contre le Covid-19. La prison à vie a été requise contre Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, jugé depuis mi-février pour terrorisme à Kigali dans un procès qualifié de politique par la défense et la famille de cet opposant au président Paul Kagame. Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par ce film hollywoodien sorti en 2004 qui raconte comment l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts, principalement des Tutsis. Féroce critique du régime du président Paul Kagame, il est aujourd'hui visé par 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené ces dernières années des attaques meurtrières au Rwanda. Il est jugé avec 20 autres co-accusés. Aujourd'hui âgé de 67 ans, Rusesabagina a participé à la fondation en 2017 du mouvement rwandais pour le changement démocratique dont le FLN est considéré comme le bras armé. Mais il a toujours nié son implication dans des attaques menées en 2018 et 2019 qui ont fait 9 morts. Les 4 mois de procès ont vu des témoignages contradictoires sur les responsabilités de Rusesabagina. Paul Rusesabagina et ses avocats n'assistent plus aux audiences depuis le mois de mars, jugeant que ses droits à la défense ont été bafoués et qu'il est victime de mauvais traitements. Ce procès a suscité de nombreuses réactions internationales. Les États-Unis, qui ont décerné à Paul Rusesabagina la médaille présidentielle de la liberté en 2005, ont demandé un procès équitable et le Parlement européen a réclamé sa libération. Des habitants de Pretoria se font vacciner contre le Covid-19 alors que l'Afrique du Sud lutte contre une 3e vague d'infection. Pays officiellement le plus touché du continent africain, il compte près de 1,8 million de cas recensés, dont 13 246 ces dernières 24 heures et plus de 58 000 décès et n'a vacciné qu'un peu plus d'1% de sa population. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé la fin du port de masques obligatoire en extérieur à partir du 26 juin prochain. Dans tout le pays, cette décision intervient alors que la situation sanitaire dans le pays est en très nette amélioration. En Espagne, le port du masque à l'extérieur avait été imposé à partir de 6 ans, dès mai 2020. Lors d'un déplacement à Barcelone, le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré que le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur à partir du 26 juin prochain. En prenant cette décision, l'Espagne emboîte ainsi le pas à la France, qui a levé jeudi le port du masque obligatoire en extérieur, tandis que l'Allemagne s'oriente elle aussi vers une levée progressive de cette obligation. Je tiens à vous dire que nous allons tenir un conseil des ministres extraordinaire jeudi prochain et que nous allons proposer à la société espagnole de ne pas rendre obligatoire le port de masque en extérieur à partir du samedi 26 juin. Avec plus de 80 000 morts et plus de 3,7 millions de cas, l'Espagne est l'un des pays les plus frappés en Europe par la pandémie. Mais le nombre de nouveaux cas a drastiquement baissé ces dernières semaines grâce à l'avancée de la campagne de vaccination.
Selon les derniers chiffres du gouvernement, 13,6 des près de 47 millions d'Espagnols sont totalement vaccinés contre le coronavirus, soit 28,7% de la population, tandis que 47,1% a reçu au moins une dose d'un vaccin. Et puis la Chine soutient fermement le raid contre un journal pro-démocratie de Hong Kong. Plus de 500 policiers se sont rendus jeudi à la rédaction du quotidien pour une perquisition qui était, selon les autorités, en lien avec des articles accusés d'appeler à des sanctions contre la Chine. La Chine a affirmé qu'elle soutient fermement le raid mené par la police de Hong Kong contre le journal pro-démocratie Apple Daily en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale de la ville imposée par Pékin. Nous soutenons fermement le gouvernement et la police de la RAS de Hong Kong dans l'exercice de leurs fonctions conformément à la loi. Et nous soutenons fermement tous les efforts visant à maintenir la sécurité nationale ainsi que la prospérité et la stabilité de Hong Kong. Hong Kong appartient à la Chine. Les affaires de Hong Kong sont les affaires purement internes de la Chine. Aucun État, aucune organisation, ni aucun individu n'a le droit de s'y mixer. Nous demandons instamment aux politiciens étrangers de mettre de côté leur arrogance et leurs préjugés, d'abandonner le double standard, de respecter sincèrement l'application de la loi, de la RAS, de respecter le désir du grand public d'un ordre social stable et d'une vie normale. Le quotidien pro-démocratie hongkongais Apple Daily s'est affiché combatif dans les kiosques vendredi matin au lendemain d'une spectaculaire perquisition dans ses locaux avec en une un message de défi au pouvoir pro-Pékin. Nous devons continuer. Le journal et son propriétaire, le magnat de la presse Jimmy Lai, actuellement incarcérés, sont depuis longtemps dans le collimateur de Pékin pour leur soutien au camp pro-démocratie et leur critique récurrente des dirigeants chinois. Mais ces derniers apparaissent désormais déterminés à museler cet organe de presse dans le cadre de la reprise en main de l'ex-colonie britannique, pourtant censée jouir d'une large autonomie. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.